Bienvenue dans cette action, votre émission entièrement consacrée aux associations et organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent. Au programme, rencontre avec l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille, l'OIIDF, une organisation chrétienne gabonaise de solidarité indépendante qui œuvre pour la promotion de la famille et l'éducation à la citoyenneté. Son domaine d'action est plus précisément axé sur le bien-être des enfants atteints d'une déficience intellectuelle et de troubles envahissants du comportement, pour l'intégrité et la dignité des enfants porteurs de handicap. Suivons-les dans cette action. Faire de l'information sur la question de l'épilepsie un devoir citoyen, tel est l'objectif visé par l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille. Projet associatif initié par le couple Obamanda qui s'investit pour donner un sens à l'existence aux personnes atteintes de l'épilepsie, mais aussi des familles qui font face à cette maladie. C'est haut et fort qu'il clame au quotidien que l'épilepsie n'est une fatalité pour personne. Les précieux sont pour l'Observatoire l'ensemble des patients réceptionnés ici au siège, enfants et jeunes porteurs de handicap qui reçoivent information, attention et formation. Les enfants dits précieux retrouvent au sein du siège de l'OIIDF un accompagnement tant social, médical que spirituel. En inscrivant résolument leur action autour de la préservation du lien filial durant les périodes de tempête, entendant par là le poids émotionnel sur le plan psychologique de vivre avec une personne épileptique, porteur ou pas d'handicap, avant, pendant et après les crises, l'OIIDF se projette aujourd'hui comme le cadre de référence pour donner un sens à l'existence de tous. Merci d'être resté avec nous pour cette deuxième et dernière partie de l'émission. Nous découvrirons ensemble les personnes qui œuvrent autour de la question de l'épilepsie au Gabon, surtout qu'avec nous, nous avons Madame Pascaline Obamanda, qui est la coordonnatrice générale de l'organisation, l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille, l'OIIDF. Madame Pascaline Obamanda, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais également vous inviter à nous parler dans cette première partie de l'historique, en fait, pour les personnes qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas encore, l'historique de votre association. Comment est né l'OIIDF? Merci à Canal 7. C'est un plaisir d'être sur vos antennes. Parler de l'organisation de l'OIIDF, c'est toute une histoire. C'est vraiment toute une histoire. Et je dis souvent, je suis plus à l'aise en tant que coordinatrice qu'en tant que parent. Parce que l'OIIDF commence avec l'histoire d'une famille. Donc une famille qui, pendant plusieurs années, se voit en train d'affronter des difficultés, des obstacles à la recherche d'un mieux-être pour un membre de sa famille. Et puis, jusqu'à un moment, elle se rend compte que, vu les réalités présentes, ce n'est pas possible de fonctionner ainsi. Et malgré toute la bonne volonté et les moyens qu'on essaie de réunir pour justement essayer d'accompagner le mieux notre enfant, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des éléments très importants qui n'existaient pas ou qui manquaient, et donc qui ne nous permettait pas de penser à quelque chose de meilleur pour notre enfant, donc assurer son avenir. Et non seulement ça, mais aussi même pour son quotidien, sa prise en charge. Donc cette personne, c'est ma fille, et cette famille, donc c'est bien la mienne. Donc c'est en 95, parce qu'aujourd'hui elle a 21 ans, née une jolie petite fille, vraiment très belle, toute choufflue. Et puis quelques mois plus tard, nous constatons des tics, d'accord, des tics, des comportements, des attitudes qu'a l'enfant. Et puis au fur et à mesure qu'elle évolue, et bien sûr aussi avec les informations que les médecins nous donnent, nous pensons que cette situation est passagère et donc nous ne maîtrisons pas totalement le phénomène et
l'enfant évolue normalement. Mais il faut le dire, c'est surtout en 2002 que, on va dire, tout s'effondre, vraiment tout s'effondre. Après de multiples tentatives de traitement, il y a eu plusieurs traitements qui ont été proposés, des molécules, vraiment des essais. Rien n'arrivait à stabiliser l'enfant. On se rendait simplement compte qu'elle faisait des crises. Et je me rappelle, on l'appelle la crise. La crise arrive, mais quelle crise, on ne sait pas. Simplement, on se rendait compte que l'enfant tombe, elle criait et qu'elle se déformait. Et il y avait plusieurs autres manifestations jusqu'à ce que finalement, en 2010, là, elle fait un état presque un coma. Vraiment, elle convulse sans s'arrêter, elle est totalement inconsciente. Et on la transporte d'urgence, donc aux urgences, dans l'une des grandes structures sanitaires de la place. Et là, elle fait 3 jours de réanimation, elle en réa. Et à l'issue de ça, le médecin qui la prend en charge nous annonce qu'en fait, l'enfant souffre de l'épilepsie. Voilà, que c'est l'épilepsie. Vous imaginez... Alors après avoir traversé cette douloureuse épreuve, moi la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir où est-ce que vous avez puisé la force de créer finalement une association qui finalement suivra ou accompagnera des familles qui, comme vous, traversent ces moments-là. Eh bien, cette force, justement, en fait, c'est le même, on va dire, c'est le même combat. C'est le même objectif qui se poursuit depuis le début, en fait. Maintenant qui se présente, ce combat se présente différemment, l'approche est différente. Auparavant, c'était rechercher des moyens, les informations permettant d'accompagner l'enfant, rechercher des médecins et autres, tout ça. Et là, finalement, en fait, l'approche est différente. On s'est dit, mais vu les difficultés que l'on rencontrait au quotidien, qu'il n'existait pas tout l'encadrement, tout l'accompagnement, justement, qui nous permettrait en fait de nous rassurer, d'accord, de nous rassurer, de nous soulager, de nous assister dans ce qu'on faisait. Voilà, c'est pourquoi en fait on a opté de nous-mêmes s'impliquer, d'être acteurs cette fois-ci, acteurs et en même temps initiateurs, au lieu de simplement attendre, d'accord, attendre, si vous voulez, attendre que les choses évoluent, que les choses bougent. Et il y a cet aspect-là. Donc nous-mêmes rechercher les solutions. Voilà, nous-mêmes rechercher les solutions. Et cette décision a été prise à quel moment exactement? Quand? C'est en 2009 parce que déjà, toute son enfance était quand même marquée par toutes ces difficultés. Donc crise, troubles de comportement parce qu'elle n'a pas eu une scolarité classique, non, ordinaire, non. Elle a été dans un établissement spécialisé, Horizon Nouveau, ainsi de suite. Bon, jusque-là encore, ce qui nous était plutôt présenté, c'était bon, un tableau un peu perturbé, mais qui pouvait être amélioré. Mais en 2009, quand elle a fait des crises, elle a eu des troubles de comportement importants qui ont nécessité une prise en charge lourde, psychiatrique. Là, on s'est rendu compte que là, parce que justement, à l'issue de ça, quand le médecin nous a demandé certains examens, il est clairement ressorti des lésions au niveau du cerveau, un certain nombre de choses. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait la situation était à un certain moment irréversible. Et donc là, vraiment, on s'est dit non, c'est pas une fatalité. On va pas simplement accepter. Voilà les choses et se dire, ok, se dire, bon, c'est comme ça, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Et vous avez décidé de créer l'Observatoire international d'intégrité, voilà, voilà, et la dignité. Et l'intégrité de la famille. Voilà pourquoi on l'a appelé, on a parlé de dignité et d'intégrité de la famille. Parce qu'en fait, ce n'est pas la maladie en tant que telle sur laquelle on s'est focalisé. Voilà, ce qui nous a, on va dire, ce qui nous a plutôt intéressé, c'était comme je disais, ce sont les familles, c'est le désarroi des familles.
c'est de voir toute la détresse qui se présentait à cause de la situation de cet enfant. Parce que la particularité de l'épilepsie, c'est que quand un enfant, quelqu'un est souffrant, en fait, c'est la famille, l'environnement, d'accord, qui porte, l'entourage plutôt, qui porte autant que la personne elle-même, d'accord, la détresse que vit la personne. Parce que quand, surtout si la personne fait des crises généralisées, la personne, elle ne vit pas ces crises. Elle se rend simplement compte que quelque chose s'est passé. Elle est totalement inconsciente. Et donc, il faut l'aider, l'assister, l'accompagner pour essayer déjà de comprendre ce qui se passe et essayer de lui permettre de surpasser cela, en fait. Et donc là, il faut absolument que la personne soit assistée. Donc, c'est vraiment cette détresse-là, c'est cette détresse-là des familles et notre détresse à nous, notre expérience que nous avons voulu partager, mais surtout, il faut le dire, c'est très important, cette foi, parce que ça c'est un élément qui est important, cette foi, cet espoir grand qui était là et qui se dit que il y a forcément quelque chose de bon que l'on peut faire. Et donc, c'est ma foi chrétienne, notre foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ, qui m'a donné de se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de découvrir ce qu'on pourrait avoir de meilleur derrière. D'accord. Alors, quelles sont finalement les spécificités des services que vous offrez au sein de votre siège, au sein de votre organisation, au sein de l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité des familles? Alors, il a fallu, comme je le disais au départ, identifier quel était le problème, quels étaient les besoins. On s'est rendu compte qu'au niveau de l'épilepsie, au niveau du Gabon, pardon, par rapport à l'épilepsie, le problème crucial qui se présente, c'est celui de l'information. Vraiment l'information. La méconnaissance de la pathologie. La méconnaissance à différents niveaux. Et donc, il y a ça. Et bien sûr aussi, l'accès aux soins. Vraiment l'accès aux soins. Sinon, on va dire les soins adaptés. Et là, on s'est rendu compte aussi que ces soins adaptés ne concernaient pas uniquement ou n'impliquaient pas uniquement, n'étaient pas uniquement en rapport avec la méconnaissance de la maladie par les patients, d'accord, ou les personnes atteintes, mais aussi pour certains, et les médecins eux-mêmes peuvent le dire, et d'ailleurs les études que nous avons pu exploiter, d'accord, et les informations qui ressortent, c'est aussi la bonne information, sinon la formation du personnel médical quant à la prise en charge, d'accord, des patients par rapport à cette pathologie. Là, ce n'est pas moi qui le dis, Madame Obama, simplement, mais c'est clairement indiqué et présenté sur le plan international par rapport aux difficultés qui se présentent dans ce sens, dans le cadre de la prise en charge. Et donc, par rapport à cela, au niveau de notre structure, ce que nous faisons principalement, nous avons un espace d'accueil. Et cet espace d'accueil, c'est un espace d'accueil communautaire qui est appelé Espace communautaire épilepsie et handicap, qui a pour principale mission le conseil et l'orientation. Voilà, donc le conseil et l'orientation qui permet d'informer, que ce soit par rapport à la pathologie, par rapport à la prise en charge, par rapport aux prestations sociales qui pourraient permettre aux bénéficiaires donc d'être accompagnés comme il se doit. Et nous avons aussi un autre volet qui est celui en rapport avec des programmes que nous mettons en place pour pouvoir justement couvrir ou exécuter nos plans de travail annuels. Ces services sont-ils gratuits ou bien? Alors là, c'est une très bonne question. Effectivement, au départ, il faut le dire, et les familles que nous avons accompagnées pourront témoigner de cela. Au départ, vraiment, nous avons voulu faire, c'est déjà de l'humanitaire, mais du social pur. Vraiment, les services offerts, notamment les consultations, d'accord, certaines consultations. Je me rappelle l'édition depuis 2014 et même en 2015, elles étaient, on va pas dire gratuites, mais c'est l'organisation qui
voilà, qui supportaient les coûts. Voilà, exactement. Parce que l'idée, c'était d'encourager les familles, hein, vraiment les encourager. Et puis nous disions, elles sont tellement en détresse qu'il ne faut pas encore les mettre dans des situations assez compliquées. Nous ouvrons des dossiers, nous constituons un dossier complet, médical, par rapport à la personne, pour que nous puissions le référer à un médecin et maintenir le suivi. Donc le suivi, comment est-ce que l'observance se fait? Est-ce que la personne suit? Parce que l'idée, si vous voulez, notre mission, c'est de s'assurer qu'il y a eu une amélioration après que la personne se soit approchée de nous. Et donc là, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas, sachant que nous n'avons pas de subvention, nous fonctionnons... Toujours pas? Non. Jusque-là, pas encore. Et nous espérons que, justement, tout le travail qui est mené sur le terrain, les résultats ou les simples résultats qui sont présentés, mais aussi tout le travail de communication qui est fait, de sensibilisation derrière, pourront amener les pouvoirs publics à se rendre compte de l'efficacité du travail que nous faisons, l'impact de ce travail, et nous assister encore, nous renforcer en termes de moyens à différents niveaux, pas uniquement les moyens financiers, d'accord, à différents niveaux, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit en termes de matériel et autres, tout ça, pour nous permettre de faire plus. Donc là, effectivement, pour répondre à votre question, nous avons dû revoir un certain nombre de choses et voir comment demander une contribution, voilà, il faut l'appeler ainsi, une contribution de la part des bénéficiaires. Qui sont vos partenaires, Madame Anda? Alors déjà, nos premiers partenaires, il faut le dire, vraiment, ce sont les pouvoirs publics. La vice-primature en charge de la santé, de la prévention sociale et de la solidarité nationale. Alors, nous avons aussi des partenaires privés et ce sont les plus nombreux et qui nous sont très chers. Nous avons les médias, vraiment les médias, vous. Merci beaucoup, médias publics, médias privés. Grâce à ces médias, nous rentrons dans les maisons, nous donnons les formations et nous pouvons voir le retour. Voilà. Et nous avons aussi des partenaires dans différents domaines, par exemple des imprimeurs. L'Église vraiment est un partenaire très important parce que grâce à l'Église, nous arrivons facilement, c'est notre relais communautaire. Nous avons près de 2000 relais communautaires au niveau du Gabon, dans les 9 provinces. D'accord. Avant de terminer cet entretien, il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est celle de savoir si dans vos différentes formations, vos différents programmes, il y a un taux de participation, sinon, voilà, le nombre de personnes qui est habilité à assister à vos formations. Est-ce qu'il y a un nombre déjà choisi ou c'est ouvert c'est ouvert. C'est vraiment ouvert. Il faut dire que justement, c'est ça la particularité de notre organisation parce que derrière, il y a une autre mission aussi qu'on se donne, c'est de pouvoir justement sensibiliser la société, mais surtout les jeunes, sur justement le service en fait. Le service par rapport au service, sensibiliser par rapport, et la société de façon générale sur la détresse de l'autre en fait. Voilà, vraiment la véritable compassion, vraiment la véritable compassion. C'est pourquoi nous sommes ouverts à tout le monde. Nous avons des professionnels, nous avons des étudiants, nous avons des jeunes, nous avons des personnes âgées. Vraiment, c'est extraordinaire. Et là, vous avez un élan de solidarité qui est là. Et la plus simple expression de l'amour de l'être humain vis-à-vis de l'autre. Et voilà, c'est formidable. Ce sera votre mot de fin, Madame Pascaline Obam Anda. Merci de nous avoir reçus dans votre siège. Merci surtout pour ce que vous faites pour les personnes souffrant d'épilepsie au Gabon et ailleurs. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine.